Ce sont les petites choses qui sont parfois les plus importantes. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femmes à part. Chronique dans laquelle nous allons parler d'élégance, de femmes au foyer, nous allons parler également de congés menstruels et de pas mal d'autres sujets. Je vais essayer d'être plus rapide en fait sur chaque sujet et de vous présenter les actualités que j'ai sélectionnées et à chaque fois d'en tirer simplement, sans forcément beaucoup développer, mais d'en tirer une leçon, un commentaire, quelque chose à retenir pour nous élever et pour toujours pousser notre réflexion un peu plus loin. Je vous mettrai comme d'habitude les liens des différents articles, vidéos, etc. dont je vais parler juste en dessous de cette vidéo en description. Comme ça, si vous voulez vous renseigner un peu plus, aller un peu plus loin sur les sujets abordés, eh bien vous pourrez le faire en lisant les articles concernés. Et puis vous avez en même temps, comme d'habitude, bien sûr, tous les liens pour vous abonner à la newsletter que j'envoie le dimanche, pour vous abonner également aux différents réseaux sociaux de Femmes à part. N'hésitez pas en particulier le compte Instagram de la collection, c'est surtout là que je donne le plus de nouvelles, de photos, etc., d'informations par rapport à la sortie de la prochaine collection. Pour commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont rendues le 15 octobre à Genève, donc c'était il y a 2 jours pour moi par rapport au moment où j'enregistre. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont venues à la conférence, merci pour votre accueil, merci pour nos échanges. J'ai dédicacé beaucoup de livres, nous avons eu beaucoup de discussions, vous avez pu voir en avant-première justement la nouvelle collection Femmes à part. Il y a même des personnes qui ont souhaité faire les essayages alors que moi j'ai vraiment juste apporté les prototypes un petit peu à l'arrache comme ça. Mais vraiment merci infiniment à toutes les personnes qui sont venues, ça m'a beaucoup touchée, c'est toujours super agréable de vous rencontrer, d'avoir un petit peu vos retours, de pouvoir discuter et voir que vous êtes toujours dans la bienveillance, dans les encouragements, etc. Donc merci à toutes les personnes qui sont venues à Genève. Et n'hésitez pas, si vous avez des demandes de conférences, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Je réponds plus facilement d'ailleurs aux mails qu'aux réseaux sociaux et qu'aux commentaires parce que c'est beaucoup plus simple pour moi si tout est centralisé sur une boîte mail plutôt que de courir sur tous les différents réseaux. Donc merci encore une fois pour votre accueil et d'ailleurs il y a un sujet intéressant qui a été abordé, c'était en introduction de ma conférence, la personne qui me présentait a rappelé que justement ils allaient présenter un amendement, enfin pas un amendement mais qu'ils allaient présenter une proposition de loi pour les mères au foyer pour permettre en fait que l'État suisse finance à hauteur de 30 000 euros, d'après ce que j'ai compris, le 30 000 euros par an, verse comme un salaire finalement de 30 000 euros par an aux femmes qui décideraient de rester au foyer. Donc il y a des bonnes initiatives partout et on en parle également par rapport à l'Irlande. C'est un article du Figaro qui voudrait organiser un référendum en 2023 sur la place de la femme au foyer. Finalement ça n'est pas si positif que cela. Alors ce qui est positif c'est qu'ils en parlent. Ce qui est positif c'est ce qui est inscrit depuis 1937 dans leur constitution. C'était une chose que j'ignorais. Donc dans la constitution irlandaise, l'article 41.2 stipule que l'État irlandais reconnaît que par sa vie au sein du foyer, la femme apporte à l'État un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé. En complément, l'alinéa 2 de l'article explique que l'État s'efforce en conséquence de faire en sorte que les mères ne soient pas obligées par la nécessité économique d'exercer un travail au détriment de leurs devoirs domestiques. Je ne savais pas du tout que c'était dans la constitution irlandaise, en tout cas jusqu'à présent. Je trouve ça très positif, bien évidemment. Je vous laisse l'article, mais effectivement, ce sont ces alinéas qui posent problème, étant donné que, premièrement, c'est un langage qui est spécifique au sexe, c'est-à-dire que ce sont les femmes au foyer qui sont visées, ce qui est évidemment très sexiste. Je dis ça avec ironie, mais au-delà de ça, c'est vrai que pourquoi pas changer et mettre le fait que le parent qui reste au foyer... Voilà, mais après évidemment pour eux c'est très réducteur pour les femmes, la vie au foyer, et ils disent que justement, je vous laisse lire l'article, mais qu'effectivement le but du référendum, s'il y avait un référendum sur ce sujet-là, pour le fait d'enlever carrément ces articles de la Constitution, ça montrerait que
le processus de libération des mœurs entamé il y a plusieurs années continue, et là il reparle effectivement des Irlandais qui ont donc légalisé le mariage homosexuel, l'IVG, qui ont mis fin au délit de blasphème et qui ont assoupli les règles de divorce. Donc ça va un petit peu, c'est ce qui explique l'article, ça va dans la lignée de cette libération des mœurs. Je vous laisse lire l'article si cela vous intéresse. Mais je trouve ça intéressant de voir que certains pays, enfin les pays ne vont pas exactement dans la même direction par rapport au traitement de la femme au foyer. Ce que je trouve positif, ceci dit, c'est qu'on en parle et qu'on essaye de lui donner une place et de la protéger autant que possible, ce qui n'est pas du tout évident. Mais bravo à la Suisse en tout cas d'entamer ce processus. Une vidéo positive, je vous ai déjà parlé d'Hugo Jacomet qui tient la chaîne YouTube Discussion Sartoriale. Je vous invite, même si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, alors là d'autant plus, mais même en tant que femme, c'est vraiment une chaîne YouTube très intéressante. Peut-être pas sur toutes les vidéos, par exemple, comment choisir votre cravate, bon, ça va peut-être pas vous intéresser, mais quoique, mais effectivement, toutes les discussions autour de l'élégance sont vraiment passionnantes et je vous conseille d'écouter la rediffusion de l'émission qui a été publiée, enfin qui a été diffusée plutôt sur CNews le 15 octobre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos en espérant que le lien soit toujours valide parce que c'est vrai que comme je publie mes chroniques toujours avec un léger décalage. J'espère que ça sera toujours là. Mais j'ai l'impression là que toutes les émissions depuis un mois sont toujours en ligne. Donc j'imagine que vous pourrez toujours y aller. Il a été donc invité par Mathieu Bock-Côté le 15 octobre pour parler d'élégance. C'était un peu, est-ce que c'est la fin de l'élégance à la française ou pas ? J'ai trouvé que c'était passionnant, tout ce qu'il dit, je suis vraiment 100% d'accord. Il reparle de l'importance donc du vêtement, de l'élégance, du lien que l'on peut faire par rapport à la politesse, à la courtoisie, à la façon de se tenir, de se présenter au monde. Il a une vision en plus assez optimiste par rapport à la jeunesse. Il dit que très souvent, déjà les personnes qui le suivent sur YouTube et quand il organise des événements aussi en présentiel, et bien que la moyenne d'âge est souvent sont des jeunes hommes autour de 25 ans, donc ce qui est très optimiste, enfin qui donne une lueur d'espoir, j'allais dire, par rapport à la façon dont les jeunes eh bien s'intéressent aux vêtements et s'habilleront donc, s'habillent et s'habilleront. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très positif, très intéressant. Et en fait, ça me fait tellement plaisir d'entendre quelqu'un d'autre qui fait passer des belles valeurs. Je sais plus combien il a d'abonnés sur YouTube, mais certainement 1000 fois plus, ou je ne sais pas combien de fois plus que Femme à part. Et donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a encore des personnes qui soutiennent l'élégance, qui s'en font l'ambassadeur et qui essayent de rappeler l'importance du vêtement. Et il le fait vraiment avec beaucoup de douceur, de bon sens, sans complexe. Il reparle de la beauté. Enfin, bon, je vous laisse écouter. Je vais pas non plus vous répéter toute l'émission. Mais vraiment, c'était passionnant. Ça dure pas très longtemps. Vous verrez le replay. On a l'impression que ça dure 45 minutes. Mais vous pouvez passer le début qui est sur autre chose et aller directement. Je crois que ça fait peut-être 20 minutes d'entretien en tout. Mais j'ai trouvé ça passionnant. Autre actualité, un accrochage entre la féministe Dora Muto et le premier maire transgenre de France. Je vous avais parlé de Dora Muto puisque j'avais analysé son entretien avec Amélie Menu, son entretien sur le féminisme, et donc j'avais légèrement abordé ce sujet à ce moment-là. Donc Dora Muto fait partie des féministes qui sont en fait contre les transgenres parce qu'elles estiment que ça abîme, enfin ça dérange, je trouve plus mes mots, mais que ça va peut-être amoindrir le combat des femmes, que ça va finalement à l'encontre des combats féministes. Et donc il y a eu une émission de télévision, elles étaient toutes les deux sur le même plateau, et donc elles se sont un peu accrochées. Voilà, c'est Quelle époque, si vous connaissez l'émission Quelle époque sur France 2, qui les a vues débattre par rapport à ça. Et donc Dora Muto, donc j'ai vraiment écouté un extrait, et en fait ce qui m'a semblé intéressant, c'était ce passage où Dora Muto parle on dit qu'elle est une femme, etc. Et puis elle dit à Dora Muto, vous réduisez les femmes à leur utérus. Et Dora Muto lui réplique, mais c'est pas réducteur d'avoir un utérus. Et j'ai trouvé que cette réplique était fort bien amenée, parce que tout simplement, c'est vrai qu'on ne fait plus assez attention. Je vous ai dit, j'essaierai dans chaque actualité de vraiment pointer sur quelque chose que je trouve important, sans forcément développer beaucoup, mais
Là, ce que je trouve important à retenir, c'est que souvent dans les débats, on se laisse emporter sur les débats féministes ou autres par rapport aux femmes, à la féminité, aux transgenres, etc. On se laisse facilement emporter et on ne fait même plus attention aux mots. Et moi, je vous dis très souvent que les féministes sont, en fait, voudraient que les femmes ressemblent à des hommes, comme si le fait d'être une femme en tant que telle n'avait pas de valeur et que la seule chose qui pouvait nous donner de la valeur, c'était de ressembler aux hommes physiquement, ou dans notre manière de nous habiller, ou dans ce que nous entreprenons, dans les métiers que nous choisissons, etc. Comme s'il n'y avait que ça qui avait de la valeur et que finalement être une femme n'en avait pas. Bon, Dora Muto a beau être féministe, je pense que de toute façon elle se contredit très certainement dans beaucoup de sujets, mais effectivement par rapport à cette mère, à ce mère transgenre, qui est donc un homme, elle a le bon sens de lui répliquer que non, ce n'est pas réducteur d'avoir un utérus, ce n'est pas réducteur d'être une femme, même si effectivement nous n'avons pas les mêmes nous n'avons pas les mêmes attributs que les hommes, ni les mêmes qualités, enfin certaines oui en commun, mais voilà, nous ne nous ressemblons pas forcément, ça ne veut pas dire que nous avons moins de valeur ou qu'il est réducteur d'être une femme. Je m'aperçois que j'ai oublié, c'était ma phrase d'introduction en disant que même les petites choses sont importantes, et j'ai oublié de vous lire, c'était pour vous lire un extrait toujours du livre Les 12 degrés de l'humilité de Don Jean de Mauléon, qui est bénédictin, qui s'applique donc plutôt aux bénédictins, mais à chaque fois que je vous l'avais dit, je lis un chapitre tous les matins et à chaque fois j'en ressors quelque chose de très intéressant. Donc je vais vous lire un extrait du chapitre 1er du livre 5 par rapport aux petites choses. Donc évidemment c'est pour les bénédictins et les moines, mais vous comprendrez qu'on peut en tirer beaucoup de choses pour nos propres vies. Une des idées les plus dangereuses qu'il puisse nous inspirer est de nous persuader qu'il ne faut pas se mettre en peine des petites choses, que c'est là une marque certaine d'étroitesse d'esprit. Saint Benoît, nous dira-t-il par la bouche de ses suppôts, donc on parle du démon, avait les idées larges, c'est fausser sa spiritualité que de vouloir l'associer à une discipline trop exacte. Sans doute, il faut du silence, mais ce n'est pas y manquer que de confier ses impressions à son voisin. L'obéissance ne doit pas se prendre dans un sens tellement strict qu'elle oblige chacun à cesser son travail ou à arrêter son discours dès que la cloche sonne. La pauvreté n'interdit pas de se faire apporter par ses parents ou ses amis tel petit supplément que l'on juge nécessaire à sa santé, etc. On doit tenir pour assurer, au contraire, que de pareils principes mettent le ver dans le fruit et sapent par la base l'édifice de la perfection. C'est une chose très certaine, écrit saint Anselme, et que nous avons constaté par expérience dans bien des églises, que dans le monastère où l'on est soigneux des plus petites choses, l'observance des religieux demeure inviolable, la paix règne entre les frères, et l'on n'entend guère de proclamation au chapitre. Mais là, au contraire, où les écarts, même tout petits, sont négligés, les choses vont à la dérive et la discipline religieuse, peu à peu, se dissipe et se ruine. Fin de la citation de saint Anselme. Si dans un vivier, on ne prend pas la précaution de boucher les moindres fissures dès qu'elles se produisent, l'eau s'échappe peu à peu et les poissons meurent infailliblement. De même, si dans une maison religieuse, on ne veille avec diligence au maintien des plus modestes observances, la dévotion s'en va, les âmes s'étiolent, s'anémient et se meurent lentement dans la tiédeur. Voilà, je vous laisse appliquer ça à vos vies ou par rapport aux tenues vestimentaires ou autres. C'est quelque chose qu'on me dit très souvent, qu'il y a des combats plus importants, qu'il y a des choses plus importantes, qu'on peut faire une exception là-dessus. Ah, c'est pas parce que sur tel... Non mais j'ai bien raison de faire telle exception, etc. Eh bien, alors ça ne veut pas dire que c'est mal en soi, mais vous le voyez bien, c'est par les petites fissures que le mal s'infiltre, et donc il faut faire attention même aux plus petites choses. Voilà pour l'extrait du livre du jour. Si vous voulez vous le procurer et le lire, je mettrai le lien en barre d'informations. Comme d'habitude, ça fait déjà plusieurs fois que je vous en parle. Autre article intéressant de 20 minutes en Suisse, des stages pour apprendre à être un homme aujourd'hui. Les hommes sont de plus en plus nombreux à remettre en cause la vision traditionnelle de la virilité. Beaucoup tâtonnent, cherchent leur voie selon les chercheurs. Je vous laisse lire l'article s'il vous intéresse. Je voulais mettre l'accent justement sur le fait que les hommes étaient perdus à l'heure actuelle. Enfin, beaucoup d'hommes en tout cas sont perdus à cause du féminisme, à cause de MeToo notamment, donc ce mouvement qui consiste à dénoncer de façon plus ou moins
de façon plus ou moins juste, plus ou moins vraie, les actions et les agissements de certains hommes. Tout ça pour relever aussi que très souvent, en fait, on va attaquer la jante masculine de façon générale, de façon globale. Tous les hommes sont mis dans le même panier. On a l'impression que tous les hommes sont des violeurs, des agresseurs, des méchants, des sexistes, des machos, etc. Ça, c'est assez dangereux. Et on voit que surtout les limites ne sont plus très claires et notamment il y a des hommes, donc c'est dit dans l'article, qui se posent la question mais est-ce qu'on peut flirter ou pas? On entend tout et son contraire, quelles sont les limites? Ça je crois que j'en avais déjà parlé dans d'autres chroniques, mais on voit que la logique féministe n'est pas logique justement, que les féministes manquent de logique, ou les femmes de façon générale à l'heure actuelle. On demande tout et son contraire aux hommes. À la fois, on veut que les hommes nous apportent de la considération, du respect, etc., ce qui est tout à fait normal. Mais on les accuse très rapidement ou très facilement de sexisme, de machisme, et notamment par rapport aux relations hommes-femmes, à la drague, etc., à la séduction. Beaucoup d'hommes ne savent plus comment se comporter parce qu'en fait, à la fois, les femmes ont besoin d'attention, ont un besoin de plaire qui est presque démesuré, en tout cas chez certaines femmes, et qui vont donc vouloir plaire à tout prix, et ça va énormément les vexer si elles n'ont pas l'attention des hommes. Et d'un autre côté, si un homme s'intéresse à elles, eh bien elles ne vont pas toujours bien l'accueillir sous prétexte que, voilà, MeToo, faisons attention, les hommes sont des prédateurs, etc. Ou alors ça va dépendre également du type d'homme qui les aborde. Je pense que deux hommes faisant exactement la même chose ou abordant une femme exactement de la même façon n'auront pas la même réception, le même accueil si c'est un homme beau et riche ou si c'est un homme qui est moyen et qui a peut-être un emploi moins prestigieux que l'autre. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais il faudrait peut-être que certaines femmes se remettent en question. Suite à ce que j'avais dit dans une dernière chronique par rapport à la tenue au lycée, enfin au lycée, au collège ou à l'école d'ailleurs, la tenue des élèves de façon générale, l'une d'entre vous que je remercie m'a envoyé un email qui avait été reçu qui a été envoyé plutôt par la direction de l'école de ses enfants, ainsi qu'un extrait du règlement, et j'ai trouvé ça très pertinent. Donc je vous le lis, ça pourra peut-être inspirer certains d'entre vous. Ça rappelle des choses assez basiques, mais finalement qui sont importantes. Donc elle demande de respecter Je vous suis reconnaissante, je vais vous lire, ça va être plus simple. Je vous suis reconnaissante de m'aider dans le respect du code de tenue vestimentaire qui, plus qu'il n'y paraît, contribue à leur attention, parce qu'elle parlait des enfants, donc contribue à l'attention des enfants en classe, leur tenue, et cela dès le plus jeune âge. Donc elle dit bien que la tenue vestimentaire influe sur l'attention en classe, l'attitude, et cela dès le plus jeune âge. C'est pas réservé juste aux lycéens ou je ne sais quoi. Je rappelle que les pantalons à trous et les chaussures qui s'allument sont à garder à la maison. Là, on peut se demander pourquoi, mais tout simplement, déjà, un pantalon troué n'est ni décent, ni élégant, ni respectueux de l'environnement dans lequel on est. Les chaussures qui s'allument, c'est plutôt de l'ordre, j'allais dire, de l'amusement, etc. C'est comme le fait, voilà, on va porter un déguisement en allant à l'école, par exemple. Je vous remercie également de veiller à la longueur des tenues de vos enfants lors de beau temps. Le niveau du genou est une juste mesure. L'entrée en automne devrait nous y aider, mais merci de vous en rappeler au beau jour. Je souhaiterais également souligner que certaines jeunes filles très jeunes portent des pantalons peau de bête qui, me semble-t-il, les font grandir trop vite. Ça, c'est aussi une remarque que je trouve très importante. C'est vrai que je n'ai pas encore, peut-être pas encore abordé le sujet sur la chaîne, le fait que les petites filles doivent rester des petites filles. À l'adolescence, évidemment, on commence à avoir certains codes du monde adulte, mais on reste quand même des adolescentes, et je trouve ça assez choquant de voir des filles de plus en plus jeunes qui adoptent les codes des femmes adultes, que ce soit en portant du noir, en portant effectivement des imprimés qui ne conviennent pas, du maquillage déjà, ou des, comment dire, des sacs à main, ou des... Enfin, quand je dis sac à main, non, ça ne veut rien dire, mais voyez, vous verrez, je pense, j'espère, ce que je veux dire, c'est que parfois il y a des petites filles qui ont vraiment des codes d'adultes, alors qu'il faut les laisser dans le monde des enfants.
Donc il va de soi, ah oui, il me paraît important de veiller à ce que le nombre de paillettes sur les vêtements ne devienne pas en maternelle particulièrement le sujet principal de conversation des enfants. On voit jusqu'où va la coquetterie et ce que ça peut provoquer. Il va de soi que les parents restent responsables et décideurs des tenues pour venir à l'école. Ça c'est super important de le rappeler. Encore une fois, on est dans un monde qui dit que chacun fait ce qu'il veut. Ça sera en rapport d'ailleurs avec la prochaine actualité dont je vais vous parler. Donc faisons attention à cela. Merci également de veiller aux coiffures. Les tresses de couleur, plumes dans les cheveux, etc. sont également à garder pour les vacances. Une coiffure sobre est préconisée. Sachez que de telles exigences servent le bon travail de vos enfants, nos élèves. Il y a un temps pour chaque chose et un lieu pour chaque chose. Cet appel me semble indispensable, blablabla. Et c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de points intéressants. Vous voyez, sur la sobriété, sur la décence, bien évidemment, sur la responsabilité des enfants, sur le fait que les enfants restent des enfants. Voilà, j'ai trouvé que vraiment, dans ce mail, il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Et alors, dans le règlement, la simplicité ayant pour nous une valeur éducative, des vêtements sobres, pratiques et élégants, pas de jupe ou short trop court, de vernis à ongles, de tongs, de chaussures qui s'allument, sont exigés. Bon, après, les enfants sont responsables de leurs vêtements qui doivent être marqués, etc. Les coiffures excentriques, les piercings, les tatouages ne sont pas favorisés et réservés pour les vacances. En cas de tenue inadaptée, il pourrait être demandé à l'enfant de se changer ou aux parents d'apporter une tenue pour entrer en classe. Les survêtements ne sont pas autorisés les jours où il n'y a pas de sport, sauf en petite section. Voilà, puis après, il y a l'histoire des tabliers, etc. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, l'uniforme, généralement, peut arranger pas mal de choses, mais là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points déjà très intéressants. Et ça va à l'encontre un petit peu de la prochaine actualité, qui est donc un article de Mademoiselle qui fait l'éloge d'un album jeunesse qui met au placard les stéréotypes de genre. Et donc c'est un petit garçon qui découvre dans le placard de ses parents, donc il s'amuse à s'habiller avec les vêtements de son papa, puis avec les vêtements de sa maman, et ensuite à se maquiller, à se coiffer, etc. Et ce que Mademoiselle trouve très positif dans le livre, c'est que la maman, quand elle voit que son enfant s'amuse à vouloir mettre du vernis, s'habiller avec ses vêtements, mettre des talons, etc., utiliser son maquillage, sa maman va l'aider encore plus en lui faisant une coiffure de petite fille, en vraiment l'encourageant dans ce qu'il est en train de découvrir par rapport aux vêtements féminins. Et pour réaliser, donc une des dernières phrases de l'article, c'est: pour réaliser cet album, l'illustrateur s'est appuyé sur sa propre enfance, marquée par la liberté et l'amour inconditionnel que lui ont inculqué ses parents. Je pense que si on aime vraiment son enfant, on veut son bien. Et généralement, vouloir le bien de ses enfants implique qu'on ne va pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'était la leçon que je voulais tirer de cet article. Et deuxième leçon de cet article de Mademoiselle, c'est aussi: faites attention aux livres que vous mettez entre les mains de vos enfants. Il y a de plus en plus de livres qui sont très orientés, qui peuvent mettre plein d'idées dans la tête des enfants, sans même qu'ils s'en aperçoivent, de façon assez innocente. Donc faites très attention aux livres que vous mettez entre les mains de vos enfants. Autre article de Mademoiselle sur le congé menstruel. 66% des femmes sont favorables au congé menstruel, mais en pratique, c'est loin d'être si évident. Et donc l'article souligne notamment que beaucoup de femmes, premièrement, n'ont pas forcément envie d'en parler à leur supérieur hiérarchique, même si c'est une femme, et encore moins si c'est un homme, mais même si c'est une femme, voilà, c'est un sujet qu'ils n'ont pas envie d'aborder. Autre chose, c'est les femmes ont peur de passer pour paresseuses, ou ont peur qu'on leur dise t'inventes un peu tes douleurs, tu profites, tu fais semblant d'avoir mal pour avoir le congé menstruel, etc. Beaucoup pensent que ça peut être un frein à l'embauche, donc vous voyez, cet article rejoint un petit peu ce que je disais dans une autre chronique par rapport au congé menstruel, en disant que ça serait concrètement assez difficile à mettre en place. Et cet article le rappelle, et je trouve que donc concrètement ça serait difficile, mais aussi c'est encore cette espèce de... parce qu'il parle évidemment dans l'article du fait que ce soit tabou, qu'on n'en parle pas, etc. Mais en fait c'est normal, c'est quelque chose qui est intime, on n'a pas forcément envie d'en parler à tout le monde. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est tabou, que l'on se... comment dire, qu'on se cache les yeux, qu'on se cache les oreilles, qu'on ne veut pas entendre parler de ça. C'est pas ça, mais c'est un sujet intime, donc c'est bien normal qu'on ne l'étale pas partout, et je ne vois pas en quoi l'employeur, alors à voir au cas par cas, encore une fois, voir ce que les employeurs peuvent faire. Il y a aussi la solution du télétravail. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place.
bon, avec l'étiquette congé menstruel, selon l'endroit où vous êtes, enfin pas l'endroit où vous êtes, mais l'entreprise dans laquelle vous travaillez, le domaine, etc., ça me paraît plus ou moins faisable. Et d'ailleurs, dans l'article, on parle des métiers du BTP, dans lesquels les femmes subissent d'autant plus de remarques désobligeantes à propos de leurs règles. Encore une toute petite actualité, enfin 2 petites actualités, c'est un mannequin grande taille, influenceuse de TikTok, qui s'insurge et se dit victime de grossophobie, car un ranch, donc je suppose que c'est aux États-Unis, lui a formellement interdit de monter à cheval à cause de son poids 110 kilos. Et en fait tout ça pour vous dire que on parle énormément de grossophobie à l'heure actuelle, et on dit toujours grossophobie, grossophobie, grossophobie. Mais c'est juste du bon sens en fait. D'ailleurs, il y en a qui le rappellent dans les commentaires en disant mais en fait sinon ça serait de la maltraitance animale. Enfin c'est normal, un cheval peut pas supporter tous les poids. Il y en a une qui évoque le poids de 85 kg, après je m'y connais pas, j'en sais rien, est-ce que c'est pour tous les chevaux, etc. Mais vous voyez qu'on fait passer avec des mots qui se terminent par phobie, on fait passer beaucoup de choses, beaucoup de messages, et on essaye de faire croire que l'obésité est quelque chose de normal alors que ça ne l'est pas, pas du tout. Et oui, quand on est en surpoids, on ne peut pas tout faire. Notre santé est en danger, ce n'est pas du tout quelque chose que l'on doit favoriser. Je sais que l'obésité ou le surpoids peuvent être dus à beaucoup de choses différentes, de la grossesse en passant par des problèmes hormonaux, de thyroïde, etc. Je ne le nie pas du tout. Pour autant, faut-il nier la réalité en disant que c'est du surpoids, quelle qu'en soit la cause? Je ne pense pas. Et cette petite actualité, juste pour vous dire qu'effectivement, n'ayez pas peur des mots, disant on va toujours essayer de vous enfermer dans des mots, de vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, d'employer un peu les mots faciles comme grossophobie qui vont vous mettre dans une case, vous faire taire, alors que c'est du bon sens. Par exemple, par rapport à la cigarette, je sais que c'est quelque chose pareil et tous les fumeurs vont dire qu'il ne faut pas exagérer. J'avais fait un article là-dessus d'ailleurs sur le blog, Une femme à part peut-elle fumer? Et effectivement, ça va pas leur plaire, mais vous savez, la première question qu'on vous pose, par exemple, quand vous faites un prêt immobilier, ça va être « Êtes-vous fumeur ?» avant même de vous faire une première estimation. Êtes-vous fumeur? Parce que ça va changer le prix de l'assurance. Idem pour le surpoids. Si on voit que vous êtes en surpoids, vous allez payer plus cher ou ne pas avoir les mêmes conditions pour l'assurance de votre prêt ou autre. Ça, c'était, je l'avais su par un membre de ma famille. La personne en question avait été très vexée de payer plus cher à cause de ça, mais c'était un fait qu'en fait son surpoids était un problème vis-à-vis de sa santé, qu'elle avait beaucoup plus de risques d'avoir des AVC ou d'avoir des soucis de ce côté-là, et donc qu'il était normal que les assurances prennent ça en compte par rapport au prix qu'elle allait payer. Voilà, c'était un petit rappel par rapport à la grossophobie, et pour vous dire, voilà, n'oubliez pas la vraie valeur des mots, ne vous laissez pas enfermer par des mots, et gardez votre tête froide avec ce genre d'exemple concret qui peut montrer que justement ça n'est pas de la grossophobie. Il faut arrêter de se positionner en victime en permanence. Autre dernière actualité, c'était une photo d'une influenceuse, enfin une publication Instagram d'une influenceuse sur laquelle je suis tombée, et au début c'était en fait la légende dont je voulais vous parler. Donc c'est une photo d'elle, enfin plusieurs photos d'elle même, et elle dit « Le seul jugement qui importe est celui que tu portes sur toi-même ». Et j'étais attirée par cette légende et je me suis dit tiens, je vais peut-être en parler en chronique d'actualité. Voilà, c'est typiquement, on est abreuvé en permanence, je vous l'avais déjà dit, de ce type de messages qui disent que ce qui compte c'est toi, tu es au centre de tout, quoi que tu fasses, quoi que tu dises c'est bien, mais le seul jugement qui importe c'est celui que tu portes sur toi-même. Alors bien sûr, on est d'accord qu'il ne faut pas toujours écouter, surtout sur les réseaux sociaux, toutes les critiques, tous les retours, tout. Vous voyez, ça, on est bien d'accord, il faut aussi un juste milieu par rapport à cela. Au point de dire tout le temps que la seule chose qui compte c'est toi, bon. Et ce qui m'a fait d'autant plus rire dans cette publication, enfin rire jaune, donc le seul jugement qui importe est celui que tu portes sur toi-même, et le premier commentaire que j'ai vu en dessous de la publication c'est et encore, parfois il vaut mieux se foutre la paix aussi, c'est-à-dire ne même pas porter de jugement sur soi-même. Et ça m'a fait rire parce que on est dans une époque qui est très... Alors, je sais pas si c'est le bon mot, libéral par rapport à ça, c'est-à-dire que tout le monde, enfin, on prône sans cesse
le fait de dire chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, il faut être bienveillant envers soi-même, envers les autres, c'est toi qui décides, etc. Et en fait, même quand vous êtes dans ce type de discours ultra ouvert, ultra bienveillant, vraiment, enfin vous voyez ce que je veux dire, et ben même quand vous êtes dans ce type de discours, vous allez quand même vous prendre des retours de bâton de personnes qui vont encore trouver que en fait non, vous avez encore tort dans ce que vous dites. Donc là la personne qui dit non mais encore vaut mieux même pas se juger soi-même. Vous voyez en fait quoi que vous disiez sur les réseaux sociaux, vous allez toujours avoir des personnes qui ne sont pas contentes, qui vont critiquer ce que vous dites. Vos messages de bienveillance ou de même d'ailleurs ça s'applique aussi par rapport à la libération, la pseudo-libération de la femme, c'est-à-dire qu'on n'ira jamais assez loin. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que non, que ça n'est pas suffisant, qu'il faut encore creuser plus loin, aller plus loin, qu'il faut déconstruire encore plus. Voilà, c'était un peu le message que je voulais faire passer par rapport à ça. Je vous mettrai pas la publication parce que de toute façon ça n'a aucun intérêt, elle n'est pas décente, mais c'était plus pour vous faire passer un message par rapport à cela. Voilà, vous trouverez les différents articles un peu plus développés donc en lien juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos actualités, de ce que vous entendez et lisez à droite à gauche. C'est toujours enrichissant et je ne vois pas toujours tout. Voilà un peu pour l'actualité du jour. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura appris des choses. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.